La guerre culturelle, votre émission Culture et philosophie présentée et proposée par Guy Adaski ce soir, gaullisme et nécromancie. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette merveilleuse émission où l'on va ricaner aujourd'hui à propos d'un sujet qui serait sinon plus irritant qu'une grève de train, à savoir la vertu. Et oui, la vertu, c'est un peu comme le pognon. Tout le monde prétend en avoir, surtout ceux qui n'en ont pas. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la puissante tradition de l'universalisme français exige que la vertu détermine le discours. Plus on vous sort des jolies idées, et plus on a raison. Mais en vrai, dès que quelqu'un vous parle de vertu, c'est généralement qu'il a besoin d'en parler. Et plus il s'expose, plus il se donne des gages pour se conduire comme le dernier des étrons, peu importe son sexe ou sa couleur politique d'ailleurs. Par exemple, c'était il y a un an ou deux, j'arrive dans une rame de métro et là, je vois une nana porter un tote bag Save the Ocean. Un tote bag, bon, c'est un sac en tissu et Save the Ocean, ça veut dire sauver l'océan. En même temps, elle portait le masque médical. Et voilà, ça faisait longtemps que c'était passé de mode. Et alors, du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il y a au monde de plus bas que ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus stupide au monde que de s'étouffer avec un masque qui va faire macérer tes propres microbes dans ta bouche? Tout ça pour faire se sentir mal les autres, tout ça pour qu'ils se sentent plus sales, pour faire croire qu'ils sont plus sales que toi. Je n'ose imaginer toutes les cochonneries que cette demoiselle faisait ou disait avec sa bouche pour se sentir un tel besoin de la couvrir. Mais le plaisir de dire moi je suis propre et pas toi l'emportait par-dessus tout. C'est comme si quelqu'un se baladait dans la rue avec un t-shirt, moi je me lave. Et vous? Mais espèce de débile, si tu te laves, quel besoin as-tu de le faire remarquer aux autres? Ça devrait déjà se voir sur toi. Parce que croyez-moi, cette planète n'a jamais donné un centime à la moindre association pour sauver l'océan. On lui a fait croire, quand elle a acheté son sac de sous-bobo à la traîne de 3 modes, qu'elle donnait quelques sous pour sauver les baleines. Alors déjà, son argent avait déjà servi à rien lorsqu'elle a été payée, parce qu'elle a un travail dont elle-même ne pourrait pas vous expliquer les tenants et les aboutissants. Lui-même se trouve dans une entreprise inutile, elle-même dans un secteur inutile qui n'existerait même pas s'il n'était pas subventionné en dépit de toute efficacité économique. Or, cet argent inutile, il a ensuite servi une deuxième fois à rien en nourrissant un État rongé par les parasites. Et enfin, cette thune n'a servi strictement et définitivement à rien en étant transformée en une bouchée de burger du dimanche à 32 euros que se tape un humanitaire de Genève, rémunéré entre 12 et 14 000 boules par mois. Humanitaire qui agit moins pour la préservation de la biosphère que pour la préservation de la ponction fiscale de l'argent des moins démunis. Ah, quelle surprise! Les pauvres baleines, et j'ai pour les cétacés une estime qui, malgré moi, dépasse celle que j'ai pour la nature humaine, ne verront pas la couleur du Grisby, vous vous en doutez bien. Mais l'insignifiante greluche en question tenait à nous montrer à tous qu'elle était concernée au plus haut point. Mais dites-moi, là, concernée par quoi? Par l'écologie? Mais t'en as déjà fait de l'écologie? T'as déjà essayé de faire pousser quelque chose, de lire au moins 2 bouquins sur le même sujet, afin d'avoir un avis un peu équilibré? Et non! Cette demoiselle tenait juste à montrer à tous ceux qui daignaient porter le regard sur elle qu'elle leur était supérieure moralement. Et ceci pour une simple et bonne raison. Elle n'a jamais pensé qu'à sa gueule du jour où elle a ouvert les yeux jusqu'à maintenant. Surtout, elle a besoin de se convaincre de sa propre moralité, mais elle ne le sait même pas. Et je comprends à l'idée qu'il lui faudra payer 20 000 balles au moins chez le psy pour découvrir cela, qu'elle renacle un petit peu. Heureusement, ce travail n'ira pas sans flatter son narcissisme éléphantesque, et les 20 000 boules dépensées ne seront pas de trop. Sûr, donc, la gauche aime montrer qu'elle est vertueuse, et même hyper vertueuse. Mais cette maladie a aussi été diagnostiquée à droite, et en masse. Ah, ça c'est un truc dont vous entendrez parler à tire-larigot. La vertu, la vertu, la vertu. Ou la morale, ou la moralité. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous casser les pieds avec vos débraillages, les youtubeurs de droite, toujours à appeler à la vertu. Déjà, on juge les gens à ce qu'ils font. Et vous jugez vous-même votre influence à la thune que vous palpez. Alors ne nous faites pas croire que vous êtes des princes exemplaires parce que vous vous êtes plutôt bien conduit avec les gonzesses malgré votre succès flamboyant ou parce que vous avez 3 gamins. Ce qu'on s'en carre. Votre choix, votre responsabilité, votre face-à-face avec votre conscience, votre fatuité, ça vous regarde. Pour ma part, je sais faire la différence entre le bien et le mal, je ne parle pas au public comme à des orphelins de Neufberge. Vous en avez pas marre à droite de faire les petits chefs de bande, les parangons de vertu? Vous ne voudriez pas plutôt vous servir de l'aura que vous avez pour faire avancer les choses, plutôt que d'essayer de nous faire croire que vous gagnez la guerre culturelle, alors que vous êtes littéralement un foutu de créer la moindre œuvre artistique vraiment mémorable? Oh, pardonnez-moi. J'ai entendu Cro-Blanc, le rappeur de droite, se plaindre chez Géopolitique Profonde, devant la légende André Berkoff,
que les créateurs étaient obligés de devenir des chroniqueurs et que ça brisait leur vocation. Ah, c'est pas ce podcast qui va lui donner tort. Et je ne le dis pas de gaieté de cœur. Aujourd'hui, si on n'a pas une actu permanente, on n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de sponsors, des éditeurs, des producteurs, à même d'assurer à des créateurs une existence digne de ce nom en se consacrant à leur art. Et pire encore, quand on n'a pas de thune à droite, on est méprisé. Et l'artiste pauvre, on lui rit au nez. Car la droite déteste la pauvreté, qui est pourtant jumelle de la vertu. Quand on est vraiment vertueux, on s'y consacre corps et âme, et on n'a ni le temps ni l'esprit assez retors pour se consacrer à faire du flouze. Et il faut être retors aujourd'hui pour faire du flouze. Réciproquement, reconnaissez que bien des pauvres ont malheureusement que leur vertu pour eux, et qui s'y consacrent en effet corps et âme. Si nos chers influenceurs n'ont clairement pas ce niveau spirituel, c'est parce qu'ils sont en quête de gloire, ni plus ni moins. Or, pour faire l'omelette de la gloriole, les gars, vous avez cassé les œufs de la vertu. Arrêtez de vous inventer une vertu alors que vous avez tout fait pour devenir les plus forts sur votre secteur, notamment défoncer les autres. Si vous êtes des soldats de la guerre culturelle, assumez-le. Maintenant, parlons des vertueux de droite, à savoir les souverainistes, car les souverainistes sont les plus vertueux et généralement aussi les plus pauvres des gens de droite. Nous le savons bien depuis Bouddha et le discours sur la montagne dans l'Évangile que la vertu est révolutionnaire et qu'elle est dangereuse pour l'ordre social. Mais nous, les souverainistes, nous avons raté notre révolution parce que nous n'étions pas prêts à mourir. Comme les Gilets jaunes, nous avons autant reculé devant le camp dira-t-on que devant la menace des balles. Et puis, on n'allait pas non plus se sacrifier alors que nous marchions contre l'expérimentation médicale. C'est un peu idiot de mourir lorsque tu prétends défendre la vie à tout prix. Donc, à révolution modeste, résultat modeste. Conséquemment, nous le payons. Or, il y a pire encore qu'un révolutionnaire pauvre, c'est un révolutionnaire qui s'est blessé avec son couteau entre les dents. Voilà pourquoi les souverainistes sont réduits à faire de la nécromancie, c'est-à-dire à invoquer à tout bout de champ les mânes, les esprits, de notre bon général de Gaulle. Alors oui, de Gaulle était visionnaire, mais ce n'était pas non plus le prophète Isaïe. Il n'est pas descendu en turban du haut de la montagne avec un charmeur de serpent qui l'accompagnait à la flûte, du genre j'ai vu dans les siècles des siècles, maintenant baisez-moi les sandales. Certes, De Gaulle a une vision pour l'avenir, la participation en entreprise. C'était génial, d'accord, mais prenez une participation dans les industries pharmaceutiques et je vous verrai guère regardant sur la vérité scientifique qu'elles défendent. Ou plutôt qu'elles falsifient comme mon grand-père le faisait avec les cartes d'identité sous Vichy. La participation des ouvriers dans les usines, elles sont où là, les usines? Et l'industrie française? Elle est où là? Pouf, disparu. Elle s'est envolée. La participation, c'est très bien, la troisième voie, c'est extra. Mais De Gaulle, il est mort il y a 65 ans, les gars, hein. Vous voulez arrêter à un moment donné de faire des soirées de Ouija avec ce pauvre général et le laisser là où il est? D'autant que De Gaulle a dit, moi je l'ai appris à l'école, hein, la grandeur, c'est la prospérité. Quand on dit ça chez les souverainistes, il n'y a plus personne. Si la plupart chez nous pauvres frôlent la pauvreté par déclassement, ce qui est terrible, certains aussi y sont embourbés par lassitude et quelquefois par fainéantise. Il n'y a pas que la grande bourgeoisie de droite contre laquelle je m'énervais la semaine dernière qui doit participer à la très coûteuse guerre culturelle, les gars, hein. Ne me faites pas le coup des gauchos qui attendent tout de l'État et des grosses entreprises. On en a plus que souper. Nous avons tous un rôle dans cette guerre, hein, chacun de nous. Je ne dis pas, je serais ravi si Bolloré plaçait son argent ailleurs que chez Hanouna pour déstabiliser l'establishment. Parce que financer des revues et des intellectuels de fond, ou même une université, ce serait beaucoup plus utile et beaucoup moins coûteux que ces 8. Parce qu'on peut bien pleurer sur le destin de cette chaîne qui a fait trop peur au pouvoir pour rester en place, mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a, nous, chez les souverainistes? Que dalle. Ah si, il nous reste quand même le fantasme qu'en un claquement de doigts, nous allons retourner, comme avec une machine à remonter dans le temps, avant le référendum volé de 2005 et faire le Frexit, que nous pourrions sortir de l'Europe et de l'euro du jour au lendemain. Alors, l'expérience nous a prouvé que nous ne sommes pas en Angleterre et que l'épargne des Français va voler en éclats si nous quittons l'euro. Donc nous sommes pris au piège et nous n'en sortirons pas comme ça d'un seul bond. En tout cas, nous qui sommes le peuple, dont dépend la guerre culturelle, nous n'avons pas le choix. Nous devons conquérir les moyens de nos ambitions, pas traînasser toute la journée à chouiner que la vie est injuste. Avoir des canaux de diffusion et des gens capables de penser notre avenir, ça implique d'y mettre l'oseille et donc d'en trouver. Désolé d'être si terre à terre. Ah, mais vous me direz, il y a déjà nos grandes figures, elles font le travail. Vous voulez dire nos nécromanciens, là? Car ils n'ont plus rien à proposer pour l'avenir à part de rester au sommet de la pyramide où ils se sont hissés, hein. Moi, j'ai été impressionné par Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Je l'ai soutenu dès le début. Jusqu'au jour où ils m'ont fait acheter le supplément avec Welbeck alors que j'étais déjà abonné. Et pour y trouver quoi?
La même pensée no future chez les deux Michel, Houellebecq et Onfray, avec la même absence de spiritualité et la même négation de la pérennité. J'avais l'impression d'avoir sous mes yeux deux punks embourgeoisés nous faire part de leurs réflexions oiseuses sur la fin prochaine de leur capacité à jouir. Je veux bien que vous ayez une conception hédoniste de la souveraineté, mais aller un peu plus loin que le méga de votre existence, ça pourrait tracer une voie, un avenir qui nous concerne nous et nos potentiels enfants. Mais bon, vous semblez vous en battre les gonades à coups de planche à pain. Et le pire, c'est que j'ai payé pour lire ça alors que j'étais déjà abonné. Passez-moi l'expression, j'ai eu l'impression de me faire un peu carotte. Quant aux autres chefs souverainistes, même s'ils sont plus politiques, ils sont à peu près tous les mêmes. Il n'y a rien d'autre à leurs yeux que leur pensée essentiellement contestataire et leur de Gaulle-latrie dégoûtant. Et n'allez pas croire que j'appelle les chefs souverainistes les nécromanciens à cause de leur seule passion morbide pour De Gaulle ou à cause de leur obsession de leur propre mort. Il y a une troisième raison encore beaucoup moins avouable. Le militant souverainiste est un missionnaire candide, dont la vie pèse peu pour nos partis et nos cénacles, qui sont grands consommateurs de leur énergie. Nos dirigeants se fichent donc de les voir abattus. La règle est de ne pas leur montrer la moindre considération, parce que seul le chef compte. Se dévouer pour la cause, dilapider son argent, ruiner sa santé et parfois sa réputation professionnelle sans la moindre contrepartie, être placardisé dès que l'on fait preuve d'intelligence, et se faire remplacer par toujours plus naïf et plus docile, c'est le pain quotidien du militant souverainiste. Il y en a pléthore, et pas besoin d'en prendre des malins. Pourquoi s'embarrasser des éclopés? On pourra toujours recycler les cadavres en martyrs. Alors en effet, nous sommes dans une résistance. Donc vous qui m'écoutez, soyez résistants et croyez-y. Juste en vous et en ce que vous pouvez créer. Laissez de côté votre dépression perpétuelle et arrêtez de regarder ce qui ne marche pas. Acceptez que la démocratie que nous aimons tant est devenue ce que Polybe, l'historien grec, appelait une ochlocratie. L'ochlocratie, c'est le pouvoir de la masse, de la médiocrité, de la vulgarité et de la jalousie. Les Grecs ont connu ça bien avant nous et les Athéniens ont fini par s'en mordre les doigts. La démocratie finit tôt ou tard par s'abêtir puis par finir tout court. Là maintenant, elle n'est carrément plus possible. Non seulement on a débilisé le peuple, mais on fait venir chaque jour autant de demeurés que possible et du monde entier. Un pays, ça se remonte en multipliant les têtes de proue. Des gens indépendants dont on jugera de la vertu selon leurs œuvres, pas selon ce qui se passe dans leur chambre à coucher ou selon les combines qu'ils ont dû déployer pour arriver à créer. Hegel, le philosophe, disait qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, même pour Napoléon, qui a libéré l'Europe du joug de la féodalité la plus inique. Parce que son valet de chambre, Napoléon, il ne connaissait de lui que ses odeurs de pied ou son pot de chambre. Or, notre ochlocratie est un gouvernement de valets. C'est ce qu'ils nous ont déterminés à devenir, et c'est ce que nous devons refuser d'être. Car rappelez-vous, on se fiche de ce que vous faites si vous arrivez à sauver la France. Parce que si la France est sauvée, tout est sauvable, même les baleines, et même l'océan tout entier.